Bonjour et bienvenue à notre série de webinaires Les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Aujourd'hui, nous allons entendre une présentation sur le recours à la simulation dans les soins de longue durée et tout particulièrement la formation et la pratique de la simulation dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Je vais animer cette séance depuis mon domicile à Ottawa, sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquine. Comme toujours avec Excellence en Santé Canada, vous pouvez écouter ce webinaire en français grâce à l'interprétation simultanée. Si vous souhaitez écouter l'interprétation, veuillez cliquer sur Français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à saisir vos questions et commentaires dans la boîte de dialogue dans l'une ou l'autre des langues officielles. Cette séance sera enregistrée et un sommaire sera mis à votre disposition pour que vous puissiez en prendre connaissance ultérieurement. Ce programme et cette série de webinaires sont basés sur le rapport Reimagining Care for Older Adults, publié en juillet 2020, qui porte sur les pratiques prometteuses dans 6 grands domaines présentant le potentiel de limiter le risque de flambée future de COVID-19. La préparation, la prévention, les effectifs, la réponse à la pandémie, la capacité de mobilisation, la planification des soins COVID et non COVID-19 et la présence des familles. Nous voulons remercier nos nombreux partenaires qui ont participé à cette progression depuis un an, y compris l'Association des foyers de soins de longue durée du Nouveau-Brunswick, l'Institut manitobain de la santé des patients et la CMTS. Je voudrais commencer ce webinaire en présentant le Dr Timothy Willett, président-chef de la direction de Simulation Canada, qui peut nous donner une rapide présentation sur la notion de la formation en simulation avant de présenter ses collègues de la Island Health Authority. Il est président-chef de la direction de Simulation Canada depuis 2016. Auparavant, il était le premier directeur de recherche-développement de Simulation Canada. Il travaille à l'intersection de la formation en santé, de la technologie, du leadership depuis 2005 et se passionne sur la valeur transformationnelle et qui n'a que trop tardé que la simulation apporte à la formation en santé et au secteur de la prestation des services de santé. En tant que président-chef de la direction, il est responsable de la direction et de l'activité quotidienne de CEM1, le réseau canadien pour la simulation des soins de santé. Il fait partie d'une équipe petite mais dynamique. Il est titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université d'Ottawa et d'une maîtrise en formation médicale de l'Université de Dundee en Écosse. Alors, bienvenue, Tim, et à vous. Merci beaucoup, Tania. Je me trouve également à Ottawa. Donc, merci de m'avoir invité. Si vous ne connaissez pas Simulation Canada, nous sommes un membre à but non lucratif de professionnels de la simulation. Nous sommes un groupe interprofessionnel et intersectionnel, c'est-à-dire que les méthodes de simulation qui fonctionnent dans le secteur de la formation, comme dans le secteur clinique, université, hôpitaux, établissements de soins de longue durée, nous intéressent. Nous faisons du développement professionnel, nous apprenons les formateurs à former grâce à la simulation, mais nous faisons également un travail de représentation afin d'encourager le développement de la simulation dans de nouveaux domaines et d'améliorer la qualité de la simulation. Nous organisons également des événements et des conférences lorsqu'il n'y a pas de pandémie. Nous recueillons des ressources au milieu de la simulation et nous encourageons la collaboration. C'est donc un honneur pour moi que d'être parmi vous aujourd'hui. Quelques notes sur le perfectionnement que nous proposons. Nous offrons plusieurs cours, y compris un programme de certificat qui repose sur la formation du formateur. Il y en a un qui pourrait vous intéresser, c'est assez nouveau. Nous l'avons mis en place en collaboration avec l'Alberta. Il porte sur la simulation et retour axé sur les systèmes. Cela peut permettre de mettre à l'essai des processus cliniques. Pendant la pandémie, comme tant d'organisations, nous avons légèrement réorienté notre action afin de soutenir au mieux les milieux de la simulation. Nous avons notamment recherché et partagé des simulations au sujet de la COVID elle-même, traitement, prévention, etc.
Mais aussi, nous avons voulu promouvoir des ressources et des pratiques de simulation virtuelle, c'est-à-dire des simulations qui peuvent être faites à l'ordinateur. Et il y a ce que l'on appelle la télésimulation. Ce sont des simulations en direct, mais avec un auditoire sur Zoom ou une autre plateforme de conférence virtuelle plutôt que dans la salle. Il s'agit également d'envisager la sécurité pendant les simulations. Comment les simulations en personne présentielle peuvent être réalisées davantage en sécurité. Toutes ces ressources sont gratuites et disponibles au public. Alors, une note rapide. La portée de la simulation. Souvent, quand on parle de simulation, une chambre d'hôpital simulée ressemble à une chambre de soins actifs avec un mannequin très évolué. Mais la situation est beaucoup plus diversifiée. J'en propose une définition provenant des travaux de David Gaba, qui est un leader dans la simulation en santé. Cette définition, comme beaucoup, porte sur le fait que la simulation est une technique qui permet de remplacer ou d'amplifier une expérience réelle par des expériences guidées, souvent nature immersive, et qui évoquent ou reproduisent des aspects, pas nécessairement la totalité, mais des aspects du monde réel de manière interactive. Quand on parle de simulation, on parle souvent de modalités, d'outils, c'est-à-dire les façons, les différentes façons dont on peut simuler. Oui, on peut utiliser un mannequin, euh, quel que soit son degré d'évolution ou de réalisme physiologique. On peut utiliser des patients standardisés ou simulés, euh, qui sont des acteurs formés pour jouer certains rôles, des patients virtuels, qui sont des logiciels, un peu comme des jeux informatiques, pour s'entraîner des situations cliniques, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. De plus en plus, on recourt à la vidéo interactive, une vidéo qui demande aux apprenants, à la faveur d'une pause, de répondre à une question, d'accomplir une tâche. Et puis, les méthodes hybrides qui combinent deux ou davantage des modalités que je viens d'évoquer. Et un certain nombre de ces modalités seront évoquées tout à l'heure. Donc, je voudrais distinguer deux applications complémentaires de la simulation. D'abord, il y a l'application traditionnelle, la simulation comme outil de formation. L'objectif étant d'améliorer la compétence individuelle ou de l'équipe. Mais il y a une forme de simulation en plein essor. Ce sont les simulations à but non pas éducatif, mais visant l'amélioration du système. Faire passer des équipes par des simulations, souvent in situ dans le local clinique, proprement dit. Le but de ces simulations n'est pas le perfectionnement personnel des membres de l'équipe, mais plutôt la mise à l'essai du système, processus, procédures, protocoles, locaux cliniques, afin d'en déduire les menaces pour la sécurité, d'améliorer les flux de travail, les politiques ou les espaces cliniques proprement dits. Et encore une fois, lorsque mes collègues feront leurs exposés aujourd'hui, vous entendrez parler de ces différentes applications. Alors, une note au sujet des données probantes. Depuis 20 ans ou plus que l'on recueille des données probantes sur des simulations, on a constaté que oui, il s'agit d'une technique qui est supérieure aux approches traditionnelles classiques pour la plupart des résultats d'apprentissage, surtout les résultats d'apprentissage de haut niveau. Ça peut améliorer les compétences individuelles et d'équipe avec des répercussions sur l'amélioration de la pratique. De plus en plus, les données probantes montrent que la qualité des services de santé et les résultats en matière d'amélioration de la sécurité des patients peuvent être améliorés. J'ai cité sur cette diapositive quelques références clés. Une dernière note avant de vous présenter les personnes que vous êtes vraiment venus entendre. Je me devrais de vous faire part d'une mise à jour très excitante au nom d'une organisation de normalisation en santé avec laquelle nous sommes partenaires. Je puis vous annoncer un nouveau projet qui est financé par l'intermédiaire de Santé Canada qui s'appelle Amélioration des compétences des fournisseurs de soins dans le contrôle et la prévention des infections grâce à la simulation. La pandémie de COVID-19 met en lumière l'importance des effectifs
résidant dans les foyers de soins de longue durée qui doivent continuellement améliorer leur pratique de contrôle des infections. Il s'agit également de créer une culture qui est respectueuse de la prévention des infections. Ce projet est financé en vue de concevoir et d'élaborer des pratiques avec des techniques, et ce sont des programmes d'études pour renforcer le contrôle et la prévention, les attitudes en matière de prévention des infections et pour tester ce programme d'études dans des foyers de soins de longue durée partout au Canada. Il s'agit d'un projet financé sur 2 ans qui va bientôt démarrer et nous allons faire participer des foyers de soins de longue durée partout au pays. Vous pouvez donc vous attendre à recevoir une annonce d'ici 2 mois environ. Alors, je vais à présent entrer dans le vif du sujet et présenter mes collègues de l'île de Vancouver. Tout d'abord, Darren Abbey est un ami et collègue depuis de nombreuses années, un grand défenseur et promoteur de la spéculation, de la simulation. Il est directeur du centre de simulation du Royal Jubilee Hospital. Il y a un partenariat entre l'Island Health Authority, l'Université de la Colombie-Britannique et l'Université de Victoria. Antérieurement, il était infirmier en service d'urgence et formateur en sciences cliniques. Sa carrière s'articule autour de la passion pour l'excellence dans la réanimation et un engagement continu envers les résultats des organisations, des cliniciens et des patients. Jay Young Jones est directrice assurance de la qualité, supervision des contrats de soins de longue durée de Island Health. Autrefois, elle a géré un foyer de soins de longue durée. Son expérience clinique a été acquise en tant que chef de la section de microbiologie dans un laboratoire. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration de la santé. Prendre soin des personnes atteintes de la COVID dans les dernières phases de leur vie, voilà ce qui amène Jay Young à la simulation. Enfin, Thomas Young, qui est infirmière clinicienne enseignante du programme de simulation Instant Health. Antérieurement, elle était infirmière aux soins cliniques, critiques plutôt. Son expérience dans les territoires du Nord-Ouest, dans le domaine de la formation, l'ont amené à suivre sa passion en formation relative à la simulation dans le cadre de son rôle récurrent. Merci de m'avoir invité. Je donne à présent la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Nous apprécions beaucoup cette occasion d'intervenir. Nous sommes reconnaissants envers Excellence en Santé Canada, Simulation Canada, de nous avoir donné cette possibilité de vous parler à tous, qui est répartis partout au Canada. Tamara et Jayon vont participer à la présentation prochainement. Nous voudrions également reconnaître que notre équipe travaille sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé des Salish de la côte, dans la belle province de Colombie-Britannique. Et nous vous demanderions de prendre un instant pour réfléchir à vos antécédents et à la relation que vous entretenez avec la terre où vous vous trouvez aujourd'hui. Information, notre équipe remercie la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé pour une partie de ce projet SLD+, et pandémie à prendre ensemble. Merci pour ces ressources qui sont très appréciées. Nous voudrions remercier les nombreuses personnes qui ont participé à ce projet jusqu'ici. Nous ne faisons que le présenter alors que ce projet est le fruit d'une collaboration de nombreuses personnes que nous remercions. Nous avons voulu dire quelques mots au sujet de Island Health. La Vancouver Island Health Authority, autorité sanitaire de l'île de Vancouver, représente quelques 30 000 professionnels de la santé qui fournissent des services à 850 000 personnes chaque année sur la côte ouest du Canada. Et il convient également de noter qu'outre le fait qu'Island Health exploite et gère des établissements de soins de longue durée, nous collaborons avec des sites privés et affiliés. Donc, c'est toute une collaboration. Donc, les objectifs de notre séance sont triples. Nous voudrions décrire l'adoption
de la simulation dans l'équipe SLD Plus d'Island Health pendant la période de la pandémie de COVID-19. Nous allons décrire comment nous avons collaboré pour passer d'une simulation vidéo inédite à un projet de simulation complet. Et nous voudrions également prévoir un certain temps pour la conversation et les questions. Alors, le visage public de notre projet, c'est le site web du projet de simulation de l'île de Vancouver, du British Columbia Simulation Network. Vous y trouverez toutes les pages disponibles, toutes les informations disponibles. Il s'agit de documents publics que vous pouvez utiliser gratuitement. Bon nombre sont traduits par nos collègues Excellence en Santé Canada. Nous apprécions beaucoup cet apport. Nous voudrions également noter que ce matériel a été revu par le registre de l'amélioration de la qualité de l'éthique de Island Health, qui utilise le cadre RACI que vous connaissez peut-être. Cela nous a aidé à identifier les risques éventuels associés à cet effort et nous a aidé donc à les limiter. Nous apprécions beaucoup cette collaboration également. Merci, Darren. Moi, je voudrais vous parler du développement de la capacité, de la généralisation et de la pérennisation. Au début de la pandémie, il y avait beaucoup d'inconnus, craintes, angoisses, vous le comprenez bien. Donc, pour soutenir et soulager ces craintes, notre programme de soins de longue durée a créé des formateurs en ressources pour contribuer à toutes les mesures de sécurité en matière de COVID. Un exemple du rôle de ces formateurs consistait à réaliser des exercices de pose et de dépose de l'EPI présentiel. Nous avons collaboré avec des personnels infirmiers, thérapeutiques, nutritionnels et d'entretien ménager et d'autres. Toutefois, notre coordonnateur médical voulait davantage pour préparer les équipes. Des vidéos de simulation existent pour différents sujets dans les soins aigus, mais rien pour les soins de longue durée. Donc, nous avons voulu créer une simulation pour un scénario de positivité COVID dans notre programme. Nous avons rédigé un script en collaboration avec la formatrice clinique, le personnel infirmier de notre établissement. Et la vidéo a été créée avec un budget non existant. Grâce à mon iPhone et au personnel comme comédien volontaire, nous avons réalisé un montage sur mon MacBook à domicile. Résultat constaté, baisse de l'anxiété, de la crainte, confiance accrue à l'égard du personnel de santé, sachant ce qui allait se produire et ayant la possibilité de poser des questions éclairées. Nous avons réalisé une simulation et l'animateur de la simulation dans notre site a constaté qu'il fallait généraliser cela dans les 59 foyers de soins de longue durée. Nous voulions partager notre outil de formation avec les autres foyers, mais nous n'avions les moyens ni la capacité, donc nous avons établi un partenariat avec Darren et son équipe, le centre d'apprentissage professionnel par simulation pour obtenir une portée d'avant plus grande. Et comme toute nouvelle initiative, il faut assurer l'évaluation. Nous voulions évaluer les avantages des simulations pour les soins de longue durée puisqu'il s'agissait d'un nouvel outil pour nous. L'équipe de formation en simulation possédait cette capacité de réaliser l'évaluation de notre projet. Lorsque Jayon nous a contactés, nous sommes emparés de ce projet, nous sommes très heureux de l'avoir fait. Donc, nous nous sommes emparés du projet. Avant d'entrer dans les détails, rappelons donc la définition de la simulation que nous avons utilisée. Et merci, Tim, de l'avoir fait. Nous voulons souligner que bien souvent, les simulations sont associées avec l'apprentissage, bien sûr, mais souvent, elles peuvent ressembler à une évaluation ou un test. Pour notre projet, nous voulions vraiment éviter cela et nous concentrer sur l'apprentissage, l'exercice et la compréhension du travail que chacun accomplissait.
afin d'accroître la confiance. Quand on songe à la simulation, on songe non seulement à l'épisode d'apprentissage, mais également à ce qui se produit en aval et aussi en amont. Alors, une description très générale de quelques-unes de ces phases. Les animateurs de simulation préparent des scénarios alignés sur des objectifs, des buts, et puis cherchent à incorporer des pratiques exemplaires, mais au point des stratégies d'évaluation, ce qui nous amène à l'introduction, le pré-brefage. C'est le moment où les gens arrivent dans un scénario, dans un événement d'apprentissage. C'est le moment à partir duquel, plutôt entre le moment où ils arrivent et le moment auquel la simulation commence, c'est un moment d'accueil, d'orientation, de mise en commun des ressources. Il s'agit d'un moment où nous faisons explicitement des efforts en vue de créer un environnement d'apprentissage sécuritaire afin notamment d'assurer la sécurité psychologique. Alors, la simulation, proprement dite, c'est là où nous pratiquons la pratique. Et comme tu me l'as dit, il y a beaucoup de modalités et beaucoup d'outils. La simulation a fait beaucoup de chemin depuis les mannequins polyvalents. Il y a de nombreux outils à présent, de nombreuses modalités. Ce projet-ci est multimodalité. Ensuite, il y a le débriefage. Le débriefage, c'est-à-dire la conversation d'apprentissage, c'est à ce moment-là que l'apprentissage a lieu. On va parler un petit peu plus de cette phase. Également, le dernier segment, c'est là où l'évaluation intervient, c'est là où les leçons qui ont été apprises sont réunies et où les points d'action, les points de suivi après la simulation sont réunis et définis. Merci, Darren. Alors, en tant qu'animateur de simulation, pour nous y retrouver dans ces différents segments, nous avons présenté des ressources que nous avions utilisées pour d'autres projets, d'autres que nous avons créées. Tout d'abord, notre étoile polaire, notre ressource clé, c'est-à-dire la liste de documents sur les simulations en soins de longue durée, qui peut passer en revue aux formateurs les différents éléments. C'est un ensemble de 10 ressources qui aident les animateurs et les participants, ainsi que la collecte de données qualitatives et quantitatives. Chaque document est numéroté pour référence partout où il est mentionné et le site web du réseau de simulation Colombie-Britannique comprend une courte vidéo sur ces différents éléments. Alors, nous avons décidé d'utiliser ces segments pour créer une sorte de programme souche afin d'utiliser nos efforts et les ressources décrites par Tamara pour aider quelques 65 coachs en COVID ou simulateurs, animateurs de simulation en formation. Donc, tandis que nous réalisons cette présentation, nous allons passer en revue les différents segments. Nous allons décrire les éléments, les étapes au niveau de la simulation et aussi au niveau de la programmation. Commençons par parler de la préparation. Encore une fois, nous avons utilisé cette vidéo que Jengon a tournée dans sa cuisine et nous l'avons intégrée dans nos ressources amont et aval afin d'aider les parties prenantes à clarifier leurs objectifs et la manière dont ceci serait mesuré, la réalisation de ceci serait mesurée. Nous avons dû faire beaucoup de développement des capacités. Beaucoup de formateurs n'avaient jamais participé à une simulation, encore moins n'en avaient animé une. Il s'agissait de créer cette structure afin de déterminer comment nous allions saisir et diffuser ces éléments. Donc, au niveau de la simulation, nous avons créé des ressources pour aider les animateurs à collaborer, pour recruter des participants, des affiches pour s'assurer que les résidents, les familles et les passants soient au courant de nos efforts. Et nous avons également
utiliser une liste de contrôle pré-simulation. Avant de parler de la manière dont nous avons mis tout cela en œuvre, je voudrais parler de cette liste de contrôle, justement. Alors, la liste de vérification de la sécurité avant-après une simulation in situ, si la simulation est annulée, cela pourrait être pour différentes raisons, faute de personnel, recrudescence d'activité. Il existe une possibilité de documenter les raisons. Il y a également un tableau qui permet de tenir compte des ressources matérielles, fournitures cliniques factices. Et il est également prévu de retirer ces éléments en sécurité du milieu clinique après la simulation. Alors, je voulais noter qu'il s'agit d'un des documents qu'Excellence en Santé Canada a très aimablement traduit en français. Alors, comme nous l'avons dit, nous voulions développer les capacités des animateurs pour phase amont et aval, ainsi que pendant la simulation, comme Darren vient de le dire. Beaucoup de formateurs n'avaient aucune expérience dans la simulation, n'avaient même jamais participé, sans parler d'animer une simulation. Nous avons voulu donc adapter notre atelier de formation des formateurs de simulation. Pendant cet atelier, nous avons mis en œuvre passé en revue toutes les ressources de soutien et donné des possibilités pour les animateurs de pratiquer les techniques de débriefage spécifiquement exposées dans la vidéo. Jusqu'ici, nous avons organisé 17 séances de formation de formateurs et nous avons maintenant 65 formateurs en simulation dans le secteur des soins de longue durée. Alors, s'agissant de l'introduction ou du pré-brefage au niveau programmatique, nous voulions que les formateurs comprennent la question de la sécurité psychologique et se rendent compte du fait que même si nous avons créé des ressources pour les soutenir, il ne s'agissait pas de script. On ne pouvait pas simplement dire quelque chose pour créer la sécurité psychologique. Il fallait la sincérité, il fallait que la sécurité psychologique soit incorporée dans l'ensemble du système. C'est comme, il s'agit de faire la synthèse de l'environnement d'apprentissage. Au niveau de la simulation individuelle, nous avons aidé nos formateurs à recueillir des données sur l'assiduité, à afficher des introductions, de répartir les rôles, présenter la session et créer donc un environnement d'apprentissage sécuritaire et favorable à l'apprentissage. Nous avons utilisé nos documents pour aider les formateurs dans ce processus. Alors, cet outil d'aide à l'introduction et au débriefage propose un script. Il s'agit de mettre au point les éléments logistiques, les attentes partagées et de décrire la simulation et le débriefage. Ceci contribue à la sécurité psychologique en faisant savoir aux participants qu'en tant que simulateur, nous assurons de proposer une occasion de simulation aussi sécuritaire que possible et nous invitons à accepter les aspects irréalistes dans un esprit de respect, de curiosité, de bon jugement, et de respect du droit à l'erreur et d'estime de soi. Les séances de simulation comportaient une approche originale, revue de vidéos suivie de reconstitution. Cette approche met en jeu l'attribution de rôles, le partage des ressources, le visionnement de la vidéo en demandant aux participants de se préparer à reproduire le scénario, la reproduction avec l'exercice suivi par le débriefage. Les ressources fournies pour soutenir les participants comprenaient un document à distribuer et des outils d'observation pour la pratique de pose et de dépose de l'EPI. Nous avons utilisé des ressources comme les politiques et procédures d'établissement de soins de longue durée. Je voudrais également citer que cette image que vous voyez est prélevée de la vidéo du caucus de l'équipe interprovinciale. Les vidéos initiales créées par Jay Young et son équipe comportent 3 parties, lesquelles sont généralement dans l'ordre. Tout d'abord, il y a la présence de symptômes de COVID-19 chez un résident, un test positif de COVID-19 et un résident positif à la COVID-19 qui passe aux soins palliatifs et décède. Chaque séance de simulation dure environ 30 minutes en moyenne. Et nous avons depuis lors ajouté 2 nouvelles vidéos financées par la Fondation canadienne d'amélioration des services de santé. Tout d'abord, la communication
d'un cas potentiel de COVID-19 chez un résident, un membre de la famille, ainsi qu'un caucus d'équipe interprofessionnelle. Jae Young va évoquer un peu plus dans quelques instants le contenu de ces vidéos. Merci. À présent, je voudrais parler de l'aspect du débriefage de ce projet. Alors, voici notre définition du débriefage que nous tirons du Center for Medical Simulation à l'Université Harvard. Vous voyez que ses collègues décrivent le débriefage comme une discussion entre au moins deux personnes pour revenir sur un événement réel et simulé pendant laquelle les participants analysent leurs actions et réfléchissent au rôle du processus de réflexion, des compétences psychomotrices et des émotions dans le but d'améliorer leurs interventions et de maintenir leurs acquis. Alors, pour ce projet, nous avons adopté une approche de débriefage qui ressemblait à ceci. Nous avons soutenu nos équipes en animant une discussion quant aux réactions des participants. Nous voulions savoir ce qu'ils avaient éprouvé pendant ces simulations, pendant ces reconstitutions. Ensuite, nous avons partagé une stratégie visant à aider les participants dans la réalisation de leurs objectifs d'apprentissage, les aider à apprendre au contact les uns des autres. Voici que ceci est suivi par la conclusion. Pendant la conclusion, nous visons à accroître la confiance et à identifier des conclusions clés, des éléments de suivi et des éléments d'apprentissage. Alors, nous sommes conscients du fait que pendant ces conversations, il y a beaucoup de sujets potentiels à aborder. Les participants ont des choses dont ils veulent parler, nos formateurs ont des choses dont ils veulent parler, et de temps à autre, quelque chose remonte, ressort qu'il faut vraiment signaler, qu'il faut vraiment relever. Donc, nous avons aidé nos formateurs à s'y retrouver dans ces trois niveaux de signification de contenu. Nous avons tâché de les aider à co-créer l'ordre du jour en se concentrant constamment sur les objectifs d'apprentissage, sur la prise en charge de la sécurité, l'apprentissage au contact du succès. Alors, comme Tamara l'a dit, nous avons créé des ressources de soutien. Vous en avez vu la liste dans le document de pré-brefage et voici le miroir de ce document. Il s'agit du document de débrefage. Encore une fois, nous invitons les participants à l'utiliser et nous sommes également très heureux de partager ce document qui a également été traduit en français, ce pourquoi nous remercions Excellence en Santé Canada. Alors, nous nous sommes dit que avant d'entrer dans la discussion sur le segment de simulation a posteriori, nous avons voulu partager un bref extrait de l'une de nos vidéos. Il s'agit d'un extrait de la partie 1 et encore une fois, il s'agit d'un cas où un résident a présenté un symptôme. L'équipe y répond, l'équipe locale de santé a des directives à donner, elle dégage donc le couloir. Alors, jetez un coup d'œil à ce vidéoclip de 30 secondes. Ce faisant, imaginez-vous, si vous étiez l'animateur et que cette équipe de participants avec qui vous travaillez avait regardé la vidéo et comment elle reconstituait cet élément très court de 30 secondes du scénario, quelle belle question poseriez-vous? Quelles questions poseriez-vous pour animer, faciliter une conversation qui nous aiderait à apprécier tous ce que cet épisode de soins, ce à quoi ressemble cet épisode de soins? Du point de vue éventuellement du fournisseur de soins, du point de vue des passants, des personnes étrangères à la simulation. Donc, quelle belle question auriez-vous posée? Alors, on accroche les affiches appropriées sur la porte.
Et puis ensuite, on va dégager le couloir en priant les résidents de bien vouloir se déplacer. Merci. Alors, j'espère que pendant ce très court extrait, vous vous êtes fait une idée de la manière dont ces vidéos se sont diffusées et vous avez peut-être eu la possibilité de vous mettre à la place d'un formateur. Quelles questions poseriez-vous pour susciter la conversation et la compréhension au niveau de ces épisodes de soins? Alors, abordons à présent la suite, l'après-simulation. Nous allons à présent partager certains des outils que nous avons utilisés. Après chaque simulation individuelle, les participants sont invités à répondre à des questionnaires d'évaluation. On pose on pose des questions sur une échelle, des questions sur la confiance de la personne qui a participé à la simulation. Ça donne également à ces derniers la possibilité de formuler d'autres commentaires s'ils choisissent de le faire. Jusqu'ici, nous avons recueilli ils sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire qu'ils atteignent leurs objectifs. 100% des participants recommanderaient ces simulations. Donc, nous avons également demandé à nos formateurs de faire un petit peu de travail pour nous. Voici le registre des présences, mais aussi un formulaire résumé de la simulation. C'est sur le formulaire résumé que l'on documente les apprentissages au niveau du programme et les actions de suivi. Merci, Dylan. Donc, au fur et à mesure que la mise en œuvre des questions de simulation progressait, dans le cadre de simulations animées par nos formateurs, la rétroaction des employés nous a laissé voir qu'il y avait davantage de thèmes de simulation. Le caucus interprofessionnel portait sur la divulgation aux proches parents d'un résident atteint de la COVID. C'était là l'un des deux besoins que l'on avait le plus souvent identifiés. Le programme de la FCSS, aujourd'hui ESC, a été mis à la disposition des exploitants. Nous avons demandé un financement afin de pouvoir créer davantage de vidéos. Ce financement permet à ces vidéos-ci d'être filmées. Nous avons pu avoir donc un aspect plus fini, plus soigné. Avec ce financement, nous avons pu recruter du personnel pour participer aux vidéos. La mobilisation des employés est essentielle pour l'apprentissage. Nous avons donc demandé aux membres de notre équipe de participer à la création des vidéos depuis la scénarisation jusqu'à l'exécution. Nous avons également utilisé des ressources pour éclairer les pratiques exemplaires. En outre, avec la divulgation sur l'information de la famille, nous avons eu le privilège de communiquer avec des patients partenaires. Pour les deux vidéos, nous avions d'excellentes revues interprofessionnelles et une rétroaction. Un bon exemple en serait le nouveau préposé aux bénéficiaires qui a été ajouté à l'équipe. Lorsque les découvertes sont faites, notre projet signale les possibilités d'amélioration pour de la prévention et du contrôle des infections. Ces éléments ont été documentés dans notre système d'apprentissage sur la sécurité des patients. Et puis, nous avons fait participer nos parties prenantes, y compris nos spécialistes régionaux de prévention des infections. Ensuite, nous avons transmis ces conclusions à notre conseil régional de la santé pour partage du savoir et discussion. Quelques considérations futures. Proposer des camps de formation intensive en amélioration de la qualité afin de développer nos capacités en amélioration de la capacité, justement. Nous sommes très, très heureux d'avoir pu mettre en œuvre ce projet et nous avons hâte de voir comment nous pouvons utiliser les simulations pour soutenir nos équipes. Alors, la dernière ressource que nous aimerions partager, c'est ce que nous appelons une évaluation Kirkpatrick, qui est également en cours de traduction.
il s'agit d'une ressource qui est mise au point pour tâcher de recueillir des données sur l'impact futur d'une simulation. L'idée, c'est qu'à un moment donné, dans l'avenir, les participants identifieront quelle simulation à laquelle ils ont participé, noteront leurs réactions et identifieront le savoir, les compétences, les attitudes qu'ils auront acquises et puis partageront les changements de comportement qui ont pu se produire et la manière dont ces comportements ont affecté les résidents ou la prestation des soins. Voilà la tentative que nous avons voulu établir, d'établir un lien. Nous avons dit tout à l'heure que la simulation influence l'apprentissage et souvent les résultats. Alors, donc, voilà la tendance que nous avions mise en œuvre. Enfin, nous encourageons nos équipes à célébrer. Alors, nous avons invité Tamara et Jay Young à formuler quelques observations. Merci, Darren. Je vais partager ce que je dis à mes animateurs nouvellement formés à la fin de chaque atelier. Je crois fermement que chaque fois que l'on participe à une simulation, quelle qu'en soit la durée, 5 ou 45 minutes, cela ouvre une possibilité de changement culturel à une époque très difficile et délicate. Donc, je leur dis, pour moi, vous vous êtes présentés et c'est un succès. C'est un énorme effort pour eux. Je suis heureuse d'avoir rencontré toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Jay Young? Merci, Tamara. J'ai décidé de citer Albert Einstein. Dans chaque crise, on retrouve une opportunité. La pandémie nous a ouvert d'excellentes possibilités de diffuser du savoir, de créer des capacités, des partenariats au sein de l'organisation. C'était toute une expérience et je suis très honoré et privilégié d'en faire partie. J'ai décidé, après ma première expérience de montage du film, j'ai décidé de conserver mon emploi et de ne pas me lancer dans le cinéma. De mon point de vue, nous avons quelques 70 formateurs en simulation, dont beaucoup n'avaient jamais participé à une simulation, qui maintenant travaillent avec 300 participants, lesquels déclarent tous qu'ils ont davantage confiance de travailler dans des milieux de santé. Et je suis vraiment reconnaissant envers les, les personnes qui ont contribué. Je vous engage à visiter notre site web et jeter un coup d'œil aux ressources. Nous serions heureux d'en parler davantage. Alors voilà ce que nous entendions par les segments de simulation. Voilà ce que nous entendons quand nous disons que nous avons pris ces segments et que nous avons réalisé une transition d'événements individuels à un programme qui nous permet de réorienter notre approche. Donc, nous en sommes très, très heureux. Nous espérons avoir atteint les objectifs, d'écrire les antécédents de ce projet, son développement. Et dans le temps qui nous reste, j'espère que nous pourrions répondre aux questions que vous pourriez avoir, satisfaire votre curiosité. Donc, encore une fois, voici le code QR qui mène au projet de simulation dans le secteur des soins de longue durée. Vous pouvez également utiliser ce courriel pour nous rejoindre, cette adresse courriel. Alors, donc, sur cette note, encore une fois, je remercie Simulation Canada et Tim pour sa présentation et tous les membres de notre équipe pour leur excellente attitude et enfin, Excellence en Santé Canada de nous avoir invités à partager aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup que vous nous ayez souhaité une telle bienvenue. Merci beaucoup, Darren, Tamara, Jer. Je ne sais pas si vous avez vu tous les remerciements dans la boîte de dialogue, mais nos participants du secteur des soins de longue durée ont trouvé votre présentation très, très stimulante. Alors, je vais poser la première à Jayon parce qu'elle porte sur les vidéos. Alors, donc, le Albright Manor dit quelles spécifications techniques ont été utilisées pour le matériel? Ben, la vidéo originale a été trouvée sur mon petit cell phone 6S. J'ai essayé d'utiliser un micro
et ma caméra beaucoup plus il était beaucoup plus facile d'utiliser un iPhone. Avec les produits Apple, j'ai utilisé iMovie. Cela m'a pris bien des heures de montage chez moi. Nous avions 1 heure et demie de tournage que j'ai distillé à 16 minutes, répartis en 3 segments. Mais notre équipe des services des médias numériques possédait des caméras et des micros plus évolués, de meilleures capacités de montage avec le programme de logiciel. Donc, vous voyez la différence entre les deux vidéos qui ont été financées, dont l'une est beaucoup plus soignée que l'autre. La question pour Darren, évaluation après simulation, est-ce que c'est crayon papier, c'est électronique? Comment recueillez-vous ces documents? Posé par Julie Ware. Merci pour la question. C'est crayon papier et parce que l'échelle de Likert, la confiance en soi, est-ce que vous recommanderiez et des commentaires au format libre. Le sommaire est également papier, recueilli électroniquement dans le même temps. C'est ainsi que nous pouvons envisager les données, les tendances et ainsi de suite. Alors, la question suivante, Tamara. Excellent travail. Elle voudrait savoir quel rôle les proches et les résidents ont joué dans le processus. Excellente question, merci. C'est lorsque nous avons réalisé la vidéocommunication que nous avons fait participer notre réseau de patients partenaires pour nous aider à représenter fidèlement la perspective d'un proche et nos patients nos patients donc fait partie, nos patients partenaires ont fait partie du processus de création de la vidéo. Et préalablement à cette vidéo, je dirais que lorsque nous avons réalisé notre atelier pour les facilitateurs, nous avons passé quelque temps dans les séances de pratique à discuter de la façon dont on peut soutenir la perspective des résidents. Et cela présenterait différentes complications quant aux fonctions cognitives des résidents, mais nous mettions en œuvre des techniques de partage avec des résidents sur ce que nous faisions, l'intégration des perspectives des résidents dans le débriefage et l'utilisation du point de vue des bénéficiaires, dont c'est après tout le foyer. Et quand j'ai vérifié avec certaines des personnes qui ont participé, étaient très positives. Merci. J'aime beaucoup cette question. Merci de l'avoir posée. Je vois que cela représente un énorme changement dans les simulations. Autrefois, il s'agissait de rencontrer des gens avec des objectifs d'apprentissage et des objectifs organisationnels. Et de plus en plus, il s'agit de partir du principe rien sur moi sans moi. Les résidents, les patients, la communauté participent à nos travaux dès le début. Et j'aime beaucoup cette question. Nos équipes essayent très fort de relever ce défi. Je voulais ajouter un commentaire. Un élément clé dans la manière dont nous avons rédigé et préparé ces vidéos, c'est le fait ce sont des soins axés sur les clients et notre programme de soins de longue durée a 4 valeurs de base que nous voulons mettre en pratique tous les jours. Connexion, apprentissage, intégrité. Et nous nous sommes efforcés, nous avons été très forts pour nous assurer que la rédaction était. C'est pour ça qu'il nous fallait avoir des réactions des proches et des résidents. La question suivante, je vais revenir à Tamara parce qu'elle porte sur les ateliers. Une question de Sheila Smith à Winnipeg. Pouvez-vous nous partager davantage d'informations au sujet des ateliers sur la manière de s'inscrire? Mais je crois que vos ateliers sont proposés uniquement à Vancouver ou dans Island Health. Je voudrais que nous ayons davantage d'ateliers. À l'heure actuelle, ces ateliers sont pour les formateurs COVID de Island Health. Mais si d'autres personnes s'y intéressent au niveau de la simulation, la manière dont nous avons mis cet atelier au point et au contenu de base, vous êtes tout à fait les bienvenus. Vous pouvez vous adresser par courriel à Darren et nous pourrions vous faire part des concepts de base pour soutenir nos formateurs que nous utilisons dans ces ateliers. Nous serions super heureux de collaborer
Si vous voulez utiliser ce projet à Winnipeg, je vous en prie, rejoignez-nous. On a beaucoup de diapositives pour vous. Développement de la capacité dans d'autres provinces, c'est formidable, fantastique. Alors, je lis quelques commentaires supplémentaires avant la prochaine question. Alors, donc, Shirley Upton dit félicitations pour avoir mis en place ces formations pendant des conditions particulièrement difficiles. Notre participant à Ottawa dit nous avons commencé à utiliser la simulation il y a quelques années au niveau de l'entretien ménager. Nous avons mis en œuvre la simulation sur différents thèmes, prévention des chutes, caucus, orientation en matière de douleur, entretien difficile. On a également fait participer les résidents et les familles à ce travail, rétroaction positive. Le leader de la pratique collaborative a reçu sa formation et a eu une expérience fantastique. Merci donc de partager votre travail extraordinaire. Est-ce qu'il y a des commentaires au sujet de ces commentaires? Ce n'est que le début pour nous. Dans mes nouvelles fonctions, je prévois de nouveaux projets avec Darine et son équipe. On en parle déjà. C'est une époque très dynamique pour nous. Beaucoup de commentaires parlent de l'utilisation impressionnante de l'innovation. Ah oui, de Charlene. Donc, est-ce que les familles pourraient être formées comme formateurs? Oui, très bonne question. Absolument, absolument. Je crois que les familles peuvent être formées à le fait que les participent à cette simulation, que les patients participent à cette simulation, c'est de plus en plus répandu. Lorsque l'animation, la co-animation, la co-formation crée une expérience tellement riche, c'est un peu difficile, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas le faire. Donc, je dirais oui, tout à fait. Une autre question, est-ce que les simulations comportent traduction pour le personnel de soins préposés dont l'anglais est la langue seconde? Ça, c'est une très bonne question. Nous n'y avons pas pensé. Je suis sûr que tout est possible si on peut trouver une ressource pour fournir la simulation dans cette mesure. Jusqu'ici, ça a été uniquement en anglais. Il faudrait que nous envisagions la question. On n'y a pas pensé. Très bien. Alors, je vais peut-être conclure avec un dernier commentaire. Selon votre expérience, est-ce que les participants aux simulations déclarent qu'ils ont davantage de confiance face aux défis liés à la COVID-19? Et si oui, où ces augmentations ont-elles eu lieu? Je commence par Tamara, puis Darren et Jaegang. Je vais laisser Darren et Jaegang parler davantage, mais notre collecte de données, toutes nos évaluations, c'est à croire que oui, absolument. Tout le monde déclare, comme Darren l'a dit dans ses diapositives, un degré de confiance accru fort ou très fort. J'ai beaucoup d'entretiens avec les formateurs COVID après les ateliers et ils me disent qu'ils voient cela avec leurs collègues sur place. S'il y a un patient COVID potentiel, non seulement constate-t-il une augmentation des niveaux de stress, c'est ça qui est très important. Merci. Donc, la confiance est notre principal étalon de mesure. Nous nous sommes intéressés à l'alignement de nos objectifs d'apprentissage avec l'auto-déclaration de nos participants à l'égard de leur degré de confiance. Chacune de nos simulations comportait une série de questions auto-déclarées sur l'échelle de Likert. 300 participants ont déclaré qu'ils sont d'accord ou tout à fait d'accord avec des énoncés comme « j'ai davantage confiance à l'égard d'eux ». Alors, nous sommes très, très fiers de cela. Je voulais également signaler que ce n'était pas simplement le personnel de soins directs, infirmières, infirmières assistantes, c'était multidisciplinaire. Donc, il y avait des personnels de services ménagers, du service alimentaire, service de restauration, responsables des activités. Ça a réduit l'anxiété, l'angoisse, la crainte et ça a augmenté la confiance. Le simple fait que tout le monde puisse se familiariser, notamment avec la pose et la dépose de l'EPI, c'est un élément important de cette pandémie. Donc, c'était d'excellentes rétroactions. Parfait. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Un dernier commentaire. Diffusez votre travail, envisagez de faire un exposé au forum du Conseil de la qualité de la Colombie-Britannique l'an prochain. Vous avez inspiré beaucoup de personnes. Aujourd'hui, merci pour cette conversation.
de nombreuses demandes de ressources sont reçues, des diapositives, etc. Nous serons heureux de partager toutes ces ressources avec vous après le webinaire. Alors maintenant, quoi de neuf pour le programme? Nous avons un caucus le 27 mai à 14 heures portant sur l'isolement, la trousse à outils d'isolement en cas de démence. Nous allons également poursuivre notre webinaire de la série d'apprentissage virtuel le 14 juin portant sur la déprescription. Il s'agit de notre association, de notre projet au sujet de l'utilisation appropriée des antipsychotiques qui a été élaboré dans le cadre d'un projet collaboratif à présent achevé. Donc, veuillez répondre à ce bref questionnaire d'évaluation. Tandis que nous concluons, dites-nous si ce webinaire vous a été utile et si vous avez l'intention de partager avec d'autres ce que vous avez appris. Et pour un complément d'information, veuillez vous rendre sur notre site web ou envoyez-nous un courriel à l'adresse qui figure sur votre écran. Nous avons hâte de travailler avec vous pendant toute l'année. Encore une fois, merci aux auteurs des exposés pour cette conversation qui fut une source d'inspiration.